Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour 3 threads d'horreur, un format évidemment que vous appréciez particulièrement. À l'heure où je tourne cette vidéo, je devrais avoir les résultats du sondage que j'ai publié, donc je verrai quel type de format vous plaît le plus, que vous voulez voir en plus, peut-être d'autres choses dans le sondage que j'ai proposé, peut-être qu'il y a des choses que vous voulez voir en plus des threads d'horreur. Je sais que les threads d'horreur vous plaisent, mais évidemment, peut-être que ça vous lasse, ou alors peut-être que vous avez simplement répondu des threads d'horreur, j'en veux plus, peut-être, je ne sais pas. On verra. En tout cas, sur ma chaîne, je vais quand même continuer à raconter donc des threads d'horreur, des true crime, peut-être des affaires non résolues aussi, mais aussi des HHI, donc des histoires horribles, incroyables. Donc si ce contenu peut vous plaire et vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos, et évidemment à liker, à partager, etc. Sur ce, on est parti pour 3 threads d'horreur. Venez avec moi, let's go. La première histoire, c'est l'histoire de Fanny et elle s'est déroulée alors qu'elle avait 16 ans. À ce moment-là, elle est dans son premier trimestre universitaire et tout se passe bien et elle se fait même de plus en plus d'amis, donc tout se passe très bien pour elle. Un jour, un de ses camarades vient lui demander d'échanger leur numéro, mais aussi lui demander si elle veut bien sortir avec lui. Ce camarade-là, qui est dans la même université qu'elle, a quand même 26 ans, et du coup, Camille lui explique qu'elle ne veut simplement pas sortir avec lui, puisqu'il est plus âgé et que ça la met quand même mal à l'aise. Au moment où Fanny lui dit ça, elle s'en va, sauf que lui la rattrape et continue à insister pour avoir son numéro. Un gros relou. Fanny continue à lui dire non, sauf qu'il saisit le téléphone de Fanny et se met en contact, tranquillement, au plus grand des calmes, ce qui a évidemment choqué Fanny, mais elle a rien pu faire, en fait elle est restée bouche bée. Bref, cette histoire s'est passée. Le lendemain, Fanny est avec ses amis, alors qu'elles ont une pause généralement de 10 minutes entre les cours, elle discute avec ses amis, et c'est à ce moment-là que ce mec revient et demande à Fanny s'ils peuvent discuter ensemble. Fanny lui dit fermement non, là je suis en pleine conversation, donc là tu me déranges, donc va-t'en. Tout simplement, il n'y a pas plus clair. Sauf que il commence à vraiment s'énerver, il lui fait un doigt d'honneur, réaction un petit peu disproportionnée je trouve. Au même moment, il se précipite dans les couloirs et il ouvre les portes à coups de pied. Réaction clairement disproportionnée, oui. Fanny est pas du tout à l'aise avec sa réaction, du coup elle retourne dans la classe avec son professeur pour être au moins entourée d'un adulte. Au même moment, un ami à Fanny lui envoie un texto et lui demande ce qu'elle a bien pu lui dire parce qu'il est actuellement dehors en train de taper sur des poubelles et de crier sur tout le monde qui passe à côté de lui. À ce stade-là, Fanny a même peur de quitter la classe en fait et de devoir traverser les couloirs, etc. Fanny nous explique aussi qu'elle avait déjà eu un harceleur au début du semestre, mais qu'elle en avait vite mis au courant les professeurs et le conseil général, etc. Et que du coup elle s'est vite aussi tournée vers eux pour leur dire à quel point cet élève-là la mettait mal à l'aise aussi. Bref, l'école était au courant. Bref, une semaine passe, il la laisse tranquille jusqu'au jour où elle retrouve un papier sur son bureau où il est écrit « Fanny, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu veux avoir des enfants avec moi? Et est-ce que tu veux m'épouser ?» Au moment où Fanny voit ce papier, il n'était pas là dans la salle de classe, donc elle l'a simplement mis dans son cartable et elle l'a oublié. Elle n'en a pas fait toute une histoire, bref, elle a voulu passer à autre chose. Fanny donne ce papier à son conseiller principal pour qu'il puisse se rendre compte un peu du problème et ce même conseiller va contacter un de ses professeurs pour leur dire de faire attention. Bref, on se retrouve après les examens et il ne reste qu'une semaine avant la fin des cours et du coup elle nous explique que rien ne se passe de particulier, on saute directement au dernier jour de cours. C'était une sorte de journée indépendante où ils étudiaient seuls, sans professeur, dans une salle, et il a réussi quand même à se faire virer de cette salle, elle ne sait pas trop comment, mais en tout cas de base il était dans cette salle, il s'est fait virer de cette salle, et du coup Fanny était vraiment contente qu'il ne soit plus là. Bref, la fin de ce cours indépendant arrive, et Fanny comprend qu'elle va devoir vite réunir ses affaires et courir jusqu'à sa voiture, puisqu'on est aux États-Unis et que Fanny, à 16 ans, a une voiture. Donc on arrive pratiquement à la fin de ce cours, sauf qu'à ce moment-là, il revient et il s'assoit à un bureau proche de Fanny. Au même moment, Fanny réunit rapidement toutes ses affaires, ferme son ordinateur et explique qu'elle finira tranquillement ce cours indépendant chez elle. Elle quitte donc la salle et elle marche très très vite, sauf qu'elle ressent comme un regard sur elle. Fanny donc se retourne pour vérifier que ce n'était pas lui, et malheureusement c'était bien lui en train de la fixer. Et au même moment, il se met même à lui courir après. Là, Fanny hurle, son premier réflexe, elle explique que c'est d'appeler sa mère à l'aide, même si sa mère n'est pas dans le coin. Réflexe de survie. Fanny se met donc à courir, sauf que voilà qu'il la rattrape et lui accroche le bras. Fanny lui hurle dessus, lui explique de la laisser tranquille puisqu'elle n'a que 16 ans et qu'elle ne veut pas de lui. Et lui répond simplement d'une voix très calme et vraiment horrible, l'âge n'a pas d'importance. Je sais que nous sommes amoureux.
Fanny réussit finalement à se défaire de lui, court le plus vite possible vers sa voiture, rentre du côté conducteur et heureusement il a essayé de rentrer du côté passager mais la porte ne s'est pas ouverte parce qu'elle était verrouillée une fois que Fanny a fermé sa porte de son côté. Depuis ce jour, autant vous dire que Fanny est totalement traumatisée, elle vérifie tout le temps si quelqu'un ne la suit pas, etc. Et elle n'est jamais retournée dans cette université. Voilà. Merci à toi en tout cas de faire flipper. Hein. Merci, non, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, laisse les gens tranquilles, frérot. 26 ans, 16 ans, enfin peu importe la différence d'âge. Enfin, non, pas peu importe, mais elle ne veut pas de toi. Laissez-la tranquille. Hein, c'est pas vrai ça. Il y a vraiment des mecs chelous, hein, même dans les universités. Il faut se méfier de partout, vraiment, de partout. La prochaine histoire, c'est l'histoire de Marie, et Marie nous explique qu'au moment de ces faits, elle travaillait dans un centre commercial où elle avait l'habitude de travailler dans une zone assez rurale. Elle dit qu'il y a beaucoup d'habitués et que même si vous ne les connaissez pas personnellement, ils sont facilement reconnaissables. Elle explique aussi que le centre commercial où elle travaille, c'est sur un passage où il y a beaucoup de voyageurs, donc il y a aussi beaucoup de nouveaux clients régulièrement. Elle explique aussi que comme beaucoup d'endroits, il y a pas mal de SDF qui donc traînent dans ce centre commercial et qui font la manche et qui demandent de la monnaie aux passants, etc. Elle dit que ça pourrait être une nuisance de base, mais que les gens avec qui travaillaient donc Marie et elle-même étaient assez bienveillants et surveillaient un peu ces SDF pour essayer de temps en temps de leur venir en aide et connaître un peu leur parcours, voir leur évolution, etc. En fait, surveiller un peu leur état de santé, etc. aussi. Donc Marie nous parle d'un de ces SDF en particulier qu'on va appeler Shane, comme elle l'appelle elle-même, qu'elle voyait très régulièrement, mais qui était de moins en moins en forme. Il était vraiment sale la plupart du temps, on le voyait qu'il était clairement pas bien, et en plus de ça, il était très souvent ivre. Il portait régulièrement plusieurs couches de vêtements, et il avait un pantalon souvent qui tombait, et qui du coup rendait sa marche un peu difficile. Et elle nous explique que parfois il disparaissait pendant plusieurs jours, et d'un coup il réapparaissait. Donc les gens du centre commercial se posaient des questions, se demandaient s'il lui était pas arrivé quelque chose, mais il réapparaissait toujours au bout de quelques jours, mais ils se demandaient quand même pourquoi il disparaissait pendant aussi longtemps. Marie, comme c'est une bonne personne, et on te remercie pour ça, elle s'est toujours demandé comment lui venir en aide, mais elle savait pas trop quoi faire. Un jour, alors qu'elle était en sortie dans une grande ville à plusieurs dizaines de kilomètres de là où elle travaille, elle voit un homme très bien habillé en costard qui ressemble énormément à ce fameux Shane. Mais à ce moment-là, Marie, elle se dit que sûrement c'est une erreur et que ses yeux lui jouent des tours. Ce type-là, il a même un sac en bandoulière qui a l'air plutôt cher. Il a une Apple Watch et le tout dernier téléphone Apple. Donc grosso modo, pas Shane, qui lui est un SDF. Elle explique qu'elle est en train de faire la queue pour un food truck qui est très connu là-bas, donc la queue est très longue, et que lui, ce fameux personnage qui ressemble à Shane, est quelques mètres devant elle. Elle dit que la plupart des gens qui sont dans cette queue, en général, sont devant leur téléphone et défilent en attendant que ça avance pour pouvoir récupérer leur commande. Sauf que ce fameux personnage qui ressemble à Shane est en train de la fixer avec un regard très intense et plutôt désagréable. Marie essaie d'éviter son regard, mais en même temps, elle est curieuse, elle rejette de temps en temps un coup d'œil parce que c'est vrai qu'il ressemble énormément à Shane, quoi. C'est impressionnant, quoi. C'est son sosie mais en riche. Sauf qu'à un moment où Marie relève les yeux pour le regarder, elle est limite obligée de se reculer puisque cette personne est venue carrément pratiquement contre elle et qu'il se penche vers elle et lui chuchote simplement qu'il sait très bien où elle travaille et où elle habite. Juste ça. Voilà, donc imaginez quelqu'un maintenant qui vient vous voir dans la rue, qui se penche vers vous et qui vous dit « Je sais où tu travailles et où tu habites ». Pour quelle raison, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que ça nous fait tous un petit peu des frissons dans le dos. Hein. Je viens juste de regarder la série, là il y a une nouvelle série sur Netflix là, qui parle de BTK, là. Je vous dis que je suis pas serein hein, quand je lis des trucs comme ça. Et si quelqu'un vient me chuchoter dans l'oreille. Hein. Bref, au moment où il est proche d'elle, elle peut même dire qu'il sent bon et qu'il a même une haleine un peu mentholée. Donc ça peut vraiment pas être Shane, quoi. Marie, un peu déboussolée, lui demande simplement comment il sait ça, et lui sourit avec une dentition parfaite, seulement il lui manque une dent. Exactement comme Shane. Enfin, en tout cas, elle est pratiquement sûre qu'il lui manque une dent au même endroit que Shane. Bref, Marie recule encore, s'éloigne de lui, et il reprend simplement sa place dans la queue, et elle entend un moment qu'il l'appelle pour sa commande, et son nom sera apparemment James. Donc voilà, elle connaissait pas le nom du SDF, donc elle peut pas savoir si c'est lui ou pas, en tout cas, c'est pas le nom qu'elle lui a donné, ça c'est sûr. Bref, Marie finit sa journée dans cette ville-là, elle retourne travailler, et pendant plusieurs jours, aucune nouvelle de Shane, elle demande aux gens du centre commercial s'ils l'ont vu, mais personne ne l'a vu. Les gens s'inquiètent vraiment pour lui et disent qu'ils aimeraient bien pouvoir l'aider mais qu'ils savent pas trop quoi faire et qu'ils espèrent que Shane va bien. Le lendemain, voici qu'il réapparaît avec toutes ses couches de vêtements, les ongles sales, toujours en apparence ivre, etc. Bref, il est réapparu comme d'habitude.
Il s'assied tranquillement devant le trottoir de la boutique où travaille Marie et il commence à demander de la monnaie. Marie, totalement intriguée, décide de sortir de sa boutique et d'aller le voir pour lui poser des questions. Parce que à ce moment-là, elle est sûre que la personne qu'elle a vue qui s'appelle James et qui lui a chuchoté à l'oreille, elle est sûre que c'est Shane, mais qu'elle ne comprend pas comment il peut passer de aussi propre et aussi bien habillé à aussi sale et voilà, en une forme de SDF quoi. Bref, Marie va le voir, lui demande simplement s'il était en ville et là il se fige. Il la fixe avec des yeux remplis de sang et lui dit simplement d'une voix très calme « Je te tue si tu le dis à quelqu'un ». Le genre de phrase qu'on n'a pas trop envie d'entendre quoi. Là, Marie, elle est perplexe, elle le regarde avec un air plutôt étonné et il réenchaîne et commence à l'insulter de la manière la plus calme possible et répète qu'il la tuera si elle dit à quelqu'un qu'il n'est pas vraiment un sans-abri. Marie, elle est totalement paniquée, elle fait quelques pas en arrière pendant que lui la fixe toujours avec ses yeux injectés de sang. Elle retourne dans sa boutique, totalement tremblante et se met à pleurer. Elle appelle alors la police pour les prévenir de ce qui vient de se passer parce qu'elle ne sait pas quoi faire d'autre et surtout, elle ne sait pas de quoi il est capable. Le souci, c'est que depuis cet événement-là, elle ne l'a plus revu, elle ne sait pas du tout où il est passé. La police, elle, l'a cherché plus ou moins, mais elle n'a trouvé aucune trace de cet homme. Il a totalement disparu et Marie surveille maintenant toujours ses arrières pour vérifier qu'il ne lui arrive rien. Voilà, donc sans transition, on passe à l'histoire 3, je vous laisse là-dessus. Bonne chance. La troisième histoire, c'est l'histoire d'Emily. Elle se passe alors qu'elle avait 23 ans et qu'elle vivait au Kentucky. Oh, aïe, 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 aïe. C'est hyper cliché et c'est un petit peu raciste, je pense. J'aimerais éviter de me faire strike, merci. Bref, c'est au moment de l'été 2018 et elle doit payer ses études et en plus payer ses sorties, etc. Faire des activités, quoi, comme une jeune de 23 ans. Et du coup, elle décide de travailler dans un gymnase. Et plus exactement, dans une salle de sport. Donc Emily nous explique qu'elle vit dans une petite ville et que pour nous mettre le contexte, sa salle de sport où elle travaille est un peu au milieu de nulle part, elle est juste à côté d'une maison de retraite abandonnée et d'une station-service. Elle nous explique aussi que dans la salle de sport où elle travaille, il y a 2 étages. Le premier étage est pour les vestiaires hommes, plus les tapis roulants et les poids, etc. Et le deuxième étage pour les femmes et tout le reste des installations. Un soir, alors qu'elle est avec son collègue qui a environ 17 ans, ils sont les seuls à fermer la salle et il y a plus grand monde dans la salle. Bref, ils prennent le micro, ils annoncent que la salle va bientôt fermer, et les gens commencent à quitter la salle. Ça fait beaucoup de salles dans la même phrase, mais bon, désolé, je vois pas de synonyme. Voilà. Si vous en avez, dites-le dans les commentaires. Alors que Emily fait le tour de la salle, elle voit encore un homme au 2e étage qui est sur un tapis roulant. Elle va donc lui taper l'épaule et lui dire que simplement la salle va bientôt fermer, donc il faudra bientôt qu'il quitte les lieux. Là, il sourit, il hoche la tête et il demande simplement à Emily comment elle s'appelle. Rien de bizarre pour le moment, bon, ça peut arriver, il veut juste savoir comment elle s'appelle peut-être. Hein, on sait très bien que ça ne va pas s'arrêter là. On le sait très bien. Sinon, on serait pas dans cette vidéo, merde. Bref. Emily, gentiment, lui sourit en retour et lui donne son nom. Sauf que là, l'homme change totalement de visage et se tourne vers elle et lui dit « Eh bien, Emily, si tu veux que je quitte la salle, il faudra que tu descendes au niveau de ma ceinture et que tu prennes quelque chose dans ta bouche. » Pour être tout à fait poli. Et il continue en disant simplement « Sinon, je ne vais nulle part. Espèce de petite femme de trottoir. » Très charmant ce monsieur. Là, Emily est totalement sous le choc, mais elle décide de rien dire et de juste partir et d'attendre qu'il quitte simplement la salle, en espérant qu'il la quitte simplement, parce qu'elle a peur en réalité même de dire quoi que ce soit. Bref, Emily continue son travail avec son collègue, il nettoie tranquillement les machines et elle explique à son collègue ce qui vient de se passer. Lui conseille d'appeler leur superviseur, ce qu'ils font, et leur chef leur dit simplement de rester dans la salle jusqu'à ce qu'ils partent, même si c'est plus tard, et qu'ils seront payés pour les heures sup. De pas aller l'emmerder, quoi, pour pas que ça crée des problèmes et qu'ils soient en danger. Bref, Emily et son collègue continuent de travailler, tout le monde s'en va, sauf évidemment ce mec. Mais barre-toi frérot, barre-toi, c'est pas possible ça, ne reste pas là, on ne te veut pas ici, on ne te veut pas. Je suis peut-être un peu trop impliqué émotionnellement dans cette histoire, non ? Elle nous explique que ce gars, il est quand même plutôt grand, plutôt large, bref, il a une carrure assez impressionnante et que c'est pas trop pour les rassurer non plus. Mais aussi qu'il sent plutôt fort l'alcool et que du coup, il ne ressemble pas vraiment à quelqu'un qui prend soin de lui et qui viendrait à la salle. C'est un peu cliché, mais en même temps, un mec qui sent l'alcool qui vient à la salle, c'est sûr que ça paraît un peu bizarre. Après environ 40 minutes, et que son collègue est en train de nettoyer les vestiaires et qu'elle est seule à l'accueil, elle entend quelqu'un qui descend les escaliers, et c'est cet homme qui vérifie autour de lui et qui vient discuter avec elle. Il s'excuse alors auprès d'Emily et lui dit simplement qu'il n'aime pas quand une femme le dirige. C'est un peu disproportionné encore une fois, hein. Et par la suite, tu lui demandes son numéro au plus grand des calmes. C'est bon ? Le mec l'a insulté littéralement quelques dizaines de minutes avant et il lui demande son numéro. Oui, bah elle va dire oui, je pense, c'est sûr. Elle a très envie de traîner avec toi, je pense. Elle dit simplement qu'elle a un copain et qu'il va venir la chercher à la fin de son travail, ce qui est évidemment un mensonge, mais elle n'a juste pas envie qu'il attende là ou qu'il ait le moindre espoir.
Et le mec au même moment rigole et il dit simplement que s'il l'enlevait maintenant, et ben elle serait toute à lui. Et qu'en plus il a déjà tué une femme. Voilà, une phrase tout à fait normale qu'on a déjà tous entendu dans notre vie. Hein. Pas du tout, pas du tout. Ce mec est un taré. Bref, Emily elle est encore sous le choc, elle reste totalement figée et lui continue à parler au plus grand des calmes. Et il continue dans son délire, il mentionne à quel point maintenant elle lui appartient et comment il va veiller sur elle. Puis il finit finalement par lui dire bonne nuit et quitte la salle. Emily au même moment s'effondre en larmes tellement elle a eu peur. Elle dit que c'est aussi à ce moment-là qu'elle a fait une erreur. Elle aurait dû directement verrouiller la porte de la salle, mais elle ne l'a pas fait parce qu'elle était beaucoup trop occupée et paniquée par ce qui venait de se passer. Environ 30 minutes plus tard, alors qu'elle est seule et qu'elle se dirige vers la porte pour la fermer pour ensuite pouvoir partir, elle voit dans l'obscurité quelqu'un qui est accroupi derrière le comptoir, mais elle se dit que ça pourrait peut-être être son collègue, donc elle l'appelle par son nom, sauf qu'il n'y a aucune réponse. Elle se rapproche un peu du comptoir et de loin, elle sent une odeur de sueur très forte et d'alcool, la même odeur qu'elle a sentie du gars de tout à l'heure. Emily se fige, monte à l'étage et a le réflexe d'envoyer un message à son collègue pour lui demander où il est, sauf qu'il lui dit simplement qu'il est véritablement déjà parti et il lui conseille d'appeler la police immédiatement. Pendant ce temps, Emily court vers les salles de bain, elle s'enferme à clé à l'intérieur et elle l'entend au même moment rentrer dans les vestiaires des femmes et crier son nom. Elle entend simplement ses pas sur le sol et Emily reste figée. Emily attendra donc là 20 bonnes minutes pendant que lui la cherche dans le bâtiment. La police finira par arriver et l'arrêter et il semblerait apparemment qu'il ne rigolait pas du tout puisqu'il aurait déjà abattu pas une femme mais un homme. Le lendemain, Emily va reprendre tranquillement son travail. Pas du tout. C'est bon? Pas du tout. Le lendemain, Emily, elle donne son préavis, elle a 20 jours et elle se casse. Et elle ne revient jamais. C'est bon? Et elle dit qu'après, elle travaillera que dans les centres commerciaux. Mauvaise idée, Emily. Il se passe aussi des trucs de fou dans les centres commerciaux avec les SDF et tout. Alors fais gaffe, peut-être que c'est la même personne. Elle aurait changé de nom. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, les histoires m'ont plu, c'est 3 mécaniques vraiment différentes. Donc, si vous aussi ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et évidemment, pour me soutenir pour mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker mes vidéos. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux, on a dépassé les 1000 abonnés, c'est un truc de fou. En 2 mois, 1000 abonnés. Je vais pouvoir gagner mon premier euro avec YouTube. Wouh! Wouh! Trop bien! Bref, sur ce, je vous souhaite une très bonne matinée, après-midi, nuit, ce que vous voulez. Et je vous fais des bisous à la famille.